Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume, qui est le cofondateur et président de la société Azolis en collecte sur la plateforme. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, je vais vous préciser le déroulé de ce live. Alors, une fois cette introduction terminée, je passerai la main à Guillaume, qui se chargera de présenter Azolis, donc essentiellement l'activité de la société et surtout les enjeux de la levée de fonds. Ensuite, on passera à la phase de questions-réponses que beaucoup d'entre vous attendent. À ce titre, si vous souhaitez poser une question, donc c'est assez facile. Depuis votre interface, vous avez une bulle QR normalement en bas de votre écran. Il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Guillaume. Euh, hop. Guillaume, je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter, partager votre écran. Et après, moi, je réinterviendrai pour les questions-réponses. Merci Maxime. Eh bien, bienvenue à tous pour cette session live. Donc, je me présenterai rapidement et ensuite je vous présenterai Azolis en quelques slides avant de passer aux questions-réponses. Donc en très rapide, moi j'ai une formation d'ingénieur complétée par une formation de financier. J'ai créé une première société il y a une dizaine d'années que j'ai revendue puis racheté Azolis il y a 2 ans, 3 ans et demi maintenant, qui maintenant vit sa vie en France et au Maroc. Et donc, je vais vous présenter tout ce qu'on fait depuis déjà quelques années et nos besoins actuels pour les prochaines années, pour le développement des prochaines années. Si j'y arrive, voilà. Donc, pour démarrer, on voulait vous présenter les chiffres clés d'Azolis. Donc, Azolis existe en France depuis 3 ans et au Maroc depuis déjà presque 5 ans. On a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de près de 3 millions d'euros sur la période 2016-2020 et on espère faire en 2021 un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros, ce qui doublerait notre chiffre d'affaires par rapport à 2020. On a signé par ailleurs énormément de projets, donc des projets à la fois au Maroc, des projets en France et des projets à l'export, que je vous détaillerai plus tard. Mais ces projets cumulés font près de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce chiffre d'affaires qui devrait être réalisé sur la période 2022-2023, peut-être très légèrement en 2024, mais en tout cas plutôt 2022-2023 et un tout petit peu 2021, même si 2021, on est déjà plutôt sur la fin de l'année, donc sur les projets déjà réalisés. Ces projets, en tout, hein, ça concerne une puissance d'environ, on a déjà réalisé à peu près 2,5 mégas de projets. Et la puissance cumulée à installer, elle est d'environ 15 mégas sur les projets signés, non encore réalisés. Donc, depuis 5 ans, on a réalisé 50 projets. 50 projets en France, au Maroc, aux Émirats. On a fait des projets, un petit projet en Italie, un petit projet en Belgique. On va dire principalement France et Maroc, mais pas uniquement. Et donc, aujourd'hui, on a ces 2 bureaux à Paris et à Casablanca, enfin, à Fontainebleau plus qu'à Paris et à Casablanca. Et on est également présent dans une dizaine de pays via des partenaires sans avoir de bureau en dur. Mais voilà, on regarde quand même des projets dans une dizaine de pays. Alors, pour résumer l'activité d'Azolis, donc on travaille dans le solaire. Et dans le solaire, notre métier est de réaliser des projets de taille intermédiaire. Donc, par taille intermédiaire, on est principalement sur des projets entre 100 et 500 kW crête. Donc, ce n'est pas des projets tout petits, ce n'est pas du résidentiel, ce n'est pas des projets au sol de très grande taille, c'est vraiment la taille intermédiaire, donc principalement des projets sur des hangars agricoles, pour des centres équestres, des projets chez des industriels, des projets de petites centrales au sol, mais plutôt dédiées à des zones isolées, ou des projets alors un peu atypiques, où là on va être dans des zones un peu plus compliquées, comme on a un beau projet en RDC, où là, c'est un Solar Trium que je vais vous présenter juste après, donc une solution intégrée qui permet de fournir de l'électricité à un village.
Donc voilà un peu la typologie de produits, avec principalement tout de même le centre de nos projets, c'est vraiment des projets sur des bâtiments entre 100 et 500 kW crête. Et sur ce créneau-là, on réalise vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on part du développement jusqu'à la construction, en passant par le financement. Et une fois que la construction est réalisée, on va également réaliser toute la partie exploitation de ces centrales, donc principalement la maintenance, mais aussi la gestion au jour le jour de la centrale, la gestion avec Enedis, la gestion avec le client, etc. Pour rentrer un peu plus dans les détails sur la partie développement, donc ça c'est plutôt le process qu'on réalise en France, et c'est là où on a vraiment acquis une expertise depuis quelques années. On réalise vraiment toute la partie développement de A à Z. Donc, on va chez un client, on va collecter les données. À partir de ces données, on va rédiger une offre qui tient compte à la fois de la faisabilité technique, de la faisabilité économique, de l'analyse financière quand on va financer le projet et de la foncière, qui est un gros morceau. Donc, on analyse les PLU, les PPRI. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est des histoires de plans de risque inondation, de risque incendie, mais c'est l'enjeu principal quand on est sur des projets de construction nouvelle qu'on doit financer par nous-mêmes. Ensuite, on passe par la signature d'un contrat de vente quand on vend une solution clé en main, ou par la signature d'un bail, soit un bail à construction pour des nouvelles constructions, soit un bail amphithéotique quand on vient louer la toiture d'un bâtiment existant. Ensuite, on va signer un mandat avec le client pour être en charge de toute la partie raccordement réseau. On va déposer un permis de construire, faire la demande de raccordement, signer le bail. Donc, avant, on avait signé une promesse, là, on va signer le bail chez le notaire. Une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, c'est les étapes essentielles pour obtenir le financement bancaire, qui nous permettent de démarrer les travaux, d'obtenir le consuel, qui est un peu le sas d'entrée pour obtenir la vente du kilowattheure sur le réseau. Et à partir de là, on va exploiter. Donc, on est après plus dans une phase d'exploitation. On voulait revenir aussi sur la partie construction. Donc, je pense qu'on est une des rares sociétés à posséder vraiment ces deux attributs. Donc, on est à la fois développeur, mais également EPCiste. Je dirais que c'est un héritage un peu historique de la société. On a démarré au Maroc, et au Maroc, on a besoin d'être EPCiste, on a besoin de réaliser la construction. Puis, on s'est développé beaucoup en France, où là, le focus est beaucoup plus sur des histoires de développement. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces deux notions clés, que sont à la fois le développement et la partie construction. Et sur la partie construction, on a vraiment une expertise du domaine de la construction, à la fois de toutes les études qu'on doit réaliser via les bureaux d'études, études de sol, études de mission LLE, qui sont des études de structure, etc., qui nous permettent ensuite de réaliser la partie construction. Donc là, c'est pose de panneaux, toute la partie électrique, avec la partie onduleur, les tableaux de protection, etc. Vraiment jusqu'au test de performance de la centrale, jusqu'à la mise en service. Et donc, ce savoir-faire, il est aujourd'hui très utile parce que quand on développe un produit, quand on développe un projet de 500 kW, c'est quand même beaucoup mieux de savoir derrière quel est le sous-jacent, comment ça fonctionne, quels onduleurs on va mettre, avec qui on va travailler et surtout, voilà, quelles sont les pièces maîtresses et là où il faut insister pour avoir une qualité qui permette d'avoir une exploitation d'une centrale sur 30 ans. Le vrai sujet, comme on finance nos centrales, c'est d'avoir des centrales qui vont être toujours là dans 30 ans et qui vont toujours débiter du kilowattheure, avec une légère dégradation du productible qui est voilà, liée à l'usure des panneaux, mais qui reste toujours tout à fait là au bout de 30 ans. Je vous présente très rapidement l'équipe. Donc, moi-même, plutôt en charge de la partie France. Youssef en charge de la partie Maroc, donc avec on va dire un background assez similaire, école d'ingénieur, puis un peu de finance avant de passer à l'entrepreneuriat. Ensuite, on a une équipe divisée en trois pôles. Donc, un pôle bureau d'études / R&D, parce qu'on a quelques actions de R&D notamment sur la partie Solar Triome. Un pôle exécution, donc avec deux conducteurs de travaux, un pour le Maroc, un pour la France, qui vont, eux, diriger des équipes.
et un pôle commercial principalement pour le Maroc, donc qui développe tous nos projets et toutes nos ventes de centrales. En France, ce pôle-là, il est plutôt externalisé, donc on travaille plutôt avec des agents qui nous ramènent des projets en permanence, à la fois des projets de Lille à Marseille, en passant par La Rochelle et Bordeaux, donc vraiment un peu partout en France. Et cette équipe, elle est complétée par un conseil de surveillance, alors qui n'est pas du tout opérationnel, mais qui nous apporte des conseils. C'est deux anciens vraiment du solaire qui ont pas mal d'expérience dans le domaine et qui nous apportent des conseils précieux de manière, on va dire, à peu près trimestrielle. Donc, nos avantages, c'est cette maîtrise de l'ensemble de la chaîne de la valeur qui nous permet de fournir vraiment un service de qualité. Aujourd'hui, ce service de qualité, il a été reconnu par des certifications. On a au Maroc la certification TACA Pro, on est même formateur dans cette certification. Et en France, on a la certification Calibat qui nous permet de réaliser des projets jusqu'à 250 kW de crête. Et demain, jusqu'à 500, on devrait passer la qualification au-dessus. Côté de ça, on est en train de passer l'ISO 9001. Ça, c'est un gros enjeu, c'est quelque chose d'assez lourd. Mais on aimerait faire toute la partie ISO 9001, notamment sur la partie gestion de projet, qui est le centre de notre métier. Donc, ça devrait être effectif en 2022. Donc, en plus de ce service de qualité, donc sur la partie construction et aussi sur la partie développement, on va fournir deux types de services qui sont utiles pour nos clients. Donc, un service plutôt financier. Donc, on va apporter des solutions de financement et la plupart du temps, notamment en France, on va être nos propres investisseurs dans nos propres projets. Donc, pour un agriculteur, on va lui fournir un hangar. Lui, il va avoir l'usufruit du hangar pendant 30 ans. Et nous, on va se rémunérer sur la vente d'électricité, ce qui va nous permettre de financer le hangar dont l'agriculteur ou le centre équestre a la jouissance. Et à côté de ça, on travaille beaucoup sur des solutions innovantes. Alors, c'est pas de la R&D très importante, mais ça va être des petites améliorations. Donc, on a beaucoup travaillé sur les solutions de pompage au Maroc, où on a standardisé ces solutions, ce qui nous permet aujourd'hui de faire du pompage solaire de manière très simple et très rapide. Et on travaille sur un projet de hangar solaire isolé, donc pour site isolé, donc à la fois avec des batteries. Là, tout le process, c'est vraiment fournir de l'électricité à des équipements productifs, donc qui vont alimenter un moulin, qui vont alimenter une pompe pour irriguer, qui vont alimenter une chambre froide, etc., etc. Donc vraiment en fonction du besoin local. Et on rentre vraiment dans un cercle positif, dans le sens où on va apporter de l'électricité qui va alimenter un service productif, qui va créer de l'emploi et donc qui va amener plus de monde dans le village avec des emplois un peu moins précaires que ce qui peut exister. Et donc des gens qui vont pouvoir derrière s'acheter d'autres services type achat de kilowattheure, mais aussi on voulait faire une épicerie dans ce hangar. Donc voilà, apporter d'autres services. Donc vraiment lié à des projets plutôt Afrique subsaharienne. Donc là, on a un très beau projet en RDC et on espère compléter ça par d'autres projets, notamment au Sénégal, au Mali, au Kenya. On a également un projet en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça c'est varié. Aujourd'hui, le cœur de métier, il est quand même plutôt sur la France. Donc on a voulu faire détailler un petit peu ce marché français qui bénéficie d'une grande nouveauté, alors, qui n'est pas encore là, mais qui devrait être là ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, le guichet ouvert va passer de 100 kW à 500 kW de crête. Donc, ça va permettre de faire des projets 5 fois plus gros que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour tout projet au-delà de 100 kW, on était soumis aux appels d'offres creux qui sont à la fois très lourds et très compliqués à monter et très chers parce qu'ils nécessitent tout un tas d'études et c'est des projets très longs qui peuvent durer 4 ans quand on est sur des projets au sol, alors un peu moins sur des projets en toiture, mais qui sont quand même un peu trop longs pour nous. Donc on attendait avec
grande impatience ce passage du guichet ouvert, donc, qui a été validé en toute fin de mois dernier par la Commission européenne et qui devrait décupler le marché. Donc, voilà, le marché aujourd'hui, c'est une dizaine de gigawatts et on espère à horizon 2024-25 être plutôt à 30 gigawatts, donc faire x3 sur la taille de marché. Et donc là, il y a énormément de projets, enfin, on le voit, on a des demandes vraiment quotidiennes pour des hangars de plus grande taille que ce qui existait avant. On voulait également revenir un petit peu sur les projets qu'on a réalisés. Donc là, c'est des projets, c'est parmi tous les projets qu'on a fait, les projets emblématiques. On est en train de réaliser un très beau projet pour Total au Maroc qui est de solariser toutes les stations, enfin pas Total, la moitié des stations-service du Maroc. On en a déjà solarisé 5 depuis le début de l'année. On devrait encore en solariser 5 cette année et on a un programme pour en solariser une vingtaine l'année prochaine et a priori encore une autre vingtaine l'année d'après. Donc un projet qui se passe très bien avec les exigences de Total en termes de sécurité et de qualité qui sont vraiment énormes, qui nous ont permis aussi de nous mettre à ce niveau-là et aujourd'hui ça a permis de structurer toute l'équipe et de structurer tout le savoir-faire autour de ce beau projet. Après, on a eu au Maroc des projets à la fois avec les domaines agricoles. Donc, c'est un projet de pompage solaire, mais qui était peut-être le plus gros projet de pompage solaire à l'époque quand on l'a fait en 2017. Domaine agricole, c'est les domaines, c'est toute la partie exploitation agricole du roi. Donc, c'est un très beau client. C'était une très belle référence qui nous a permis d'avoir beaucoup d'autres projets de pompage, alors de plus petite taille, mais beaucoup d'autres. Et on a aussi fait des projets, par exemple, pour un industriel comme Belma, où là, c'était un projet, Belma, c'est un industriel qui fait du poisson en boîte, et on lui a installé à Agadir une centrale de 150 kW crête. En France, on est sur 2 typologies de projets, alors on va dire même 3 typologies de projets, soit des projets plus industriels où on travaille, par exemple, en sous-traitance avec des gens comme SPI ou d'autres électriciens, d'autres gros électriciens. Donc, on a réalisé le collège de Crèvecoeur-le-Grand, situé en Picardie, projet de 100 kW. On a fait un zoo à Chartres, c'était un beau projet sur un bâtiment où à l'intérieur il y a des éléphants. Et sinon, on va dire les projets les plus communs, on en a fait énormément, c'est des projets pour des agriculteurs, donc des projets souvent de 100 kg. Donc souvent des tranches, plusieurs tranches de 100 kg. Donc, par exemple, un projet à Saint-Martin, près de Saône-sur-Loire, où on a réalisé 4 hangars de 100 kW. Alors, au-delà de la France et du Maroc, on a réalisé un beau projet aux Émirats, alors qui était plutôt lié à ce que je faisais avant sur la récupération de chaleur, mais c'est pour montrer qu'on a aussi des projets à l'export et qu'on regarde aujourd'hui des projets solaires aux Émirats. Et on a signé un projet au Mali, donc avec un financement de la BPI qui a été validé, alors qui a été revalidé la semaine dernière, projet de 1,2 million d'euros, donc très, très gros projet pour les centrales hybrides, qui devrait se faire entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Donc, centrale hybride pour alimenter 3 villages au Mali. Donc en tout, on est à peu près en France à 13 MW de projets signés, ce qui fait un chiffre d'affaires espéré autour de 12-13 millions d'euros en France. On a signé pour plus de 500 000 euros de projet au Maroc et ce projet au Mali d'1,2 million. Donc en tout, on est à peu près à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires espéré entre 2021 et 2023. Donc ça, c'est la répartition du chiffre d'affaires tel qu'on l'a mis dans le business plan. Donc je pense qu'on est resté extrêmement conservateur dans ce business plan. A priori, on va faire beaucoup mieux en 2022, mais on n'a pas voulu corriger le business plan qu'on avait fait il y a à peu près 3-4 mois, donc avant qu'on ait signé tous ces projets en France. Et donc, a priori, on devrait faire beaucoup mieux, mais on est resté assez conservateur pour rester, on espère réaliser ce business plan, même le dépasser, mais on préfère non plus préférer rester conservateur plutôt que vendre la lune et être
être porteur de mauvaises nouvelles à moyen terme. Voilà, on préfère porter des bonnes nouvelles a priori, on devrait faire mieux que ça, mais c'est déjà, voilà, tout ça, c'est des projets qui sont vraiment dans le pipe, qui sont signés et qui sont en cours de développement. La plupart sont en cours de développement. Ça veut dire qu'on est à une phase soit d'urbanisme, soit de raccordement réseau pour les projets en France. Alors, les besoins, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à aujourd'hui, on fonctionnait seul, donc on fonctionnait avec les fonds qui avaient été injectés par les cofondateurs. Et ces fonds nous ont permis d'atteindre près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an sur 2019 et 2020. Maintenant, on passe vraiment à une autre échelle. Donc, on double presque le chiffre d'affaires. On va être plutôt vers 1,6 cette année et au moins 2 l'année prochaine, mais je pense qu'on sera plutôt vers 3, voire un peu plus. Cependant, tous ces développements nécessitent des fonds pour notamment assumer la partie frais de développement. Et donc, ces frais de développement, on a voilà, le but de la levée, c'est vraiment financer ces frais de développement. Donc, dans les frais de développement, c'est payer les architectes, payer les commerciaux, payer les bureaux d'études, payer les frais de raccordement. Donc, Enedis nous demande des cautions pour chaque projet, plus des frais de raccordement. Et donc, cet argent nous permettra de finaliser tous les projets qui nous permettent de passer à l'étape du financement bancaire. Donc, c'est là où vraiment on récupère tout ce qu'on a mis, mais au départ, on a vraiment une avance de trésorerie assez importante. C'est une levée de fonds qui va également nous permettre d'accroître les recrutements, notamment un chef chantier pour la France, et on a besoin d'un autre ingénieur au Maroc, puisque l'équipe est vraiment sous-staffée, on a énormément de travail et on sent que voilà, on est un peu à la limite. Donc ça, c'est si on arrive à lever 250 000 euros. Si on lève un peu plus, l'idée, c'est de pouvoir participer au financement de nos projets, donc participer en equity. Donc les projets qu'on finance aujourd'hui sont financés entre 85 et 90% en dette, et le reste est financé par Azolis France sous forme de fonds propres. Donc, en gros, c'est une partie de la marge qu'on met en fonds propres, mais ça nous permettra de financer plus facilement ce besoin en equity. Et si on va au-delà, l'idée, c'est d'avoir un coussin de sécurité pour aller encore plus loin en termes de développement de projet. Donc là, on est passé de à peu près 1 mégawatt de projet par an à quasiment 10 mégawatts de projet par an. Si on veut passer encore la barre, passer de 10 à 15, il nous faudra d'autres fonds. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler de recruter un développeur de projet qui puisse à la fois travailler sur des sujets France et aussi des sujets export. Donc ça, c'est si vraiment la levée de fonds va au-delà et si on atteint 500 000 euros de levée de fonds. Voilà, alors en guise de conclusion, je voulais simplement vous annoncer une nouvelle, je ne vais pas parler parce qu'elle est vraiment toute nouvelle, ce qu'on a signé hier. On a signé un partenariat avec la société Enoé pour développer un portefeuille de 5 MW de projets en France. Et donc, ce partenariat, c'est vraiment la marque de la confiance que peut avoir un gros développeur comme Enoé en Azolis. Et c'est la marque, on va pouvoir vraiment développer d'autres projets. Donc, en plus de nos propres projets, on va développer 5 mégas en partenariat avec eux, ce qui va permettre vraiment de développer l'activité dans les prochaines années. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Maxime et aux questions. Super, merci Guillaume pour votre présentation claire et complète. Donc, comme vous l'avez dit, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y en a déjà en attente. Peut-être avant de commencer à y répondre, je préciserai que pour poser vos questions, c'est dans la bulle Q&R, pardon. Normalement, en bas au centre de votre écran, vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Guillaume qui y répondra avec plaisir. Alors, on va commencer avec une question. Bon, je pense qu'elle a été posée avant que vous présentiez la slide, pardon. C'était une question de François qui demandait quels sont les prochains recrutements prévus. Donc, je peux revenir très rapidement là-dessus. Donc, les prochains recrutements, c'est un conducteur de travaux pour la France.
qui vraiment chapeautera toute la partie construction de tous les projets. Donc en France, contrairement au Maroc, où on a une équipe vraiment technique, mais on a des techniciens qui vont même réaliser la pose, en France, on a décidé de ne pas avoir cette équipe technique de poseurs, mais de réaliser toute la partie ingénierie, et en France, de sous-traiter la partie pose. Peut-être qu'un jour, on fera également la pose en France, mais aujourd'hui, ça n'avait pas de sens. On n'avait pas encore un portefeuille de projets assez important pour justifier une équipe complète, parce que c'est quand même une équipe de 4 personnes à recruter. Donc aujourd'hui, on sous-traite cette partie pause pour que les projets se fassent le plus rapidement possible, donc avec des équipes de 4 personnes. Mais en revanche, toute la partie ingénierie et tout le suivi du projet, il est réalisé par nous. Et donc, donc là, on a passé pas mal d'entretiens pour recruter un conducteur de travaux dans les prochaines semaines. À côté de ça, on aimerait recruter un ingénieur de plus bureau d'études, donc plutôt au Maroc. Voilà, le Maroc est complètement sous l'eau avec les projets qu'on a avec Total, et on a besoin d'un peu plus de monde pour travailler sur d'autres sujets, notamment on a de très beaux projets au Maroc qui devraient se concrétiser on espère, avant la fin de l'année. Donc ça, c'est les 2 prochains recrutements, et on hésite encore à recruter quelqu'un sur la partie R&D. On se disait qu'on allait le faire, ça c'était un peu dans le tout premier business plan. Après, c'est pas la partie R&D pour nous, elle est un peu annexe, mais on aimerait vraiment développer le projet de Solar Trium, qui a déjà bénéficié d'aide de la BPI. On a un super projet en RDC, et on aura peut-être besoin de quelqu'un sur la partie R&D. Et le dernier sujet, c'est vraiment du développement de projets, à la fois en France et à l'international, où voilà, si on se développe bien, on aura besoin de quelqu'un pour nous aider sur cette partie-là. Ok. Ok, on va poursuivre avec une autre question qui est la suivante. N'avez-vous pas peur de la forte concurrence dans ce secteur d'activité? Et après, je poserai une autre question un petit peu complémentaire. Alors, c'est une très bonne question. Alors moi, je viens d'un secteur où on était vraiment sur des sujets de niche, où il y avait très peu de concurrence. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que là où il y avait très peu de concurrence, il y avait aussi très peu de marché. Donc c'est un peu à double tranchant. Donc quand on est sur des sujets de niche où il n'y a pas grand monde, c'est bien, il n'y a pas grand monde, on est a priori capable de faire des marges intéressantes. Mais bon, il y a quand même toujours un peu de monde, ce qui fait que chacun se tire les prix vers le bas. Mais quand il n'y a pas de concurrence, c'est aussi qu'il y a un marché vraiment de niche très petit. Le marché du solaire en France et ailleurs, hein, c'est un marché en plein boom. C'est un marché en très très forte croissance. Hein. Quand on regarde le marché des centrales au sol ou les centrales sur bâtiment en France, c'était la slide que je montrais tout à l'heure. Les prévisions, c'est du x5 en 5 ans ou x3 en 3 ans, mais c'est à peu près ça les ordres de grandeur. Donc c'est des très très fortes croissances. Et donc pour moi, il y a à la fois beaucoup de concurrence, mais aussi un marché de grande taille, ce qui fait que non, on n'est pas effrayé par la concurrence, c'est plutôt signe que c'est un vrai secteur porteur. Et franchement, des bâtiments à solariser, il y en a partout, et on est porté par la réglementation, on est porté par la Commission européenne, on est vraiment porté par... voilà, pour moi, c'est l'avenir, et donc du travail, il va y en avoir. Maintenant, la question, c'est comment on se différencie, parce qu'il faut quand même être capable de se différencier. On se différencie vraiment en travaillant uniquement sur des projets de taille intermédiaire. Donc, on n'est pas du tout bon sur les projets résidentiels, on ne regarde pas du tout ça. On n'est pas très bon sur les projets de grande taille, parce que c'est encore une autre organisation. En revanche, sur ces projets de taille intermédiaire, on sait extrêmement bien comment ça fonctionne, on est hyper bien structuré là-dessus. On est en train de passer l'ISO 9001 pour vraiment avoir une qualité irréprochable. Et on se démarque donc par cette qualité, et je dirais par la maîtrise de la chaîne de valeur. On est rare, que ce soit en France ou au Maroc, à maîtriser l'ensemble de cette chaîne de valeur. Les gens sont plutôt soit EPCistes. Alors j'ai vu qu'il y avait une question sur EPC. Je vais la traiter très rapidement. Ouais. EPC, ça veut dire Engineering, Procurement, Construction. Donc en gros, on fait l'ingénierie, on fournit le matériel et on va construire la centrale. Donc ce travail d'EPCiste, qui est un travail
maîtrise d'œuvre, hein. La version française, c'est maîtrise d'œuvre. Les développeurs français, habituellement, ne le maîtrisent pas. Et les EPCistes ne vont pas maîtriser la partie développement. Nous, on maîtrise les deux. Alors, c'est plus par une construction, hein. On a plutôt démarré par le côté EPC. On est plutôt été amené en France à travailler sur la partie développement. C'est des logiques de marché qui sont différentes en France et au Maroc. Mais aujourd'hui, on a cette maîtrise. Et cette maîtrise, par exemple, elle est très demandée quand on travaille sur des projets en Afrique ou ailleurs. La distinction entre développement et EPC, elle n'existe pas. Les clients veulent vraiment tout et pas simplement quelqu'un qui va développer et qui va s'arrêter et lui dire la partie construction, c'est pas fait. Ok. Bah, du coup, vous avez répondu aux 3 questions en attente sur la différenciation, sur le terme EPC et sur la concurrence. Ensuite, j'avais une question sur le projet au Mali que vous avez signé, donc un projet important de plus d'1 million d'euros. Quelle est la stratégie dans ce pays et étant donné plutôt le risque politique d'instabilité, on va dire, et pareil au sens large, comment vous vous prémunissez face à ça quand vous êtes à l'export notamment? Alors, je vais dissocier un peu stratégie à l'export et stratégie au Mali. En fait, à l'export, notre stratégie, c'était d'être à ce stade plus ou moins opportuniste. On attend un peu les projets et on se disait, le jour où on a un beau projet structurant, on va pouvoir s'installer dans le pays, installer une équipe comme une équipe similaire à ce qu'on a au Maroc et voilà, à partir du projet structurant, passer à une filiale type filiale au Maroc qui nous permettent de faire un peu de distribution, des projets de pompage, d'enclencher un cercle vertueux qui nous permet d'avoir au moins de couvrir les frais d'une filiale au démarrage, parce que quand on y va et qu'on n'a pas de projet, ça fait des frais rapidement très importants et voilà, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Donc ça, c'était un peu l'idée. Cette idée-là, on a eu du mal à la mettre en œuvre parce que finalement, des projets structurants, on a regardé des projets aux Émirats. Alors, on a fait un beau projet aux Émirats, mais on a décidé de ne pas s'installer parce que les coûts aux Émirats sont quand même, coûts d'installation sont très élevés. Sinon, on a regardé des beaux projets au Sénégal et au Kenya, mais qui au final ne se sont pas concrétisés, donc on n'a pas été jusqu'à l'installation. Le Mali, je le traite à part parce que dès le départ, on n'avait pas vocation à s'installer. C'est quand même un pays compliqué. Et donc au Mali, le projet qu'on a, alors il ne fait pas 2 millions, il fait 1,2, ce qui est déjà pas mal. Et ce projet-là, on a toute la partie, donc quand on fait un projet en E, enfin on n'est pas EPC là-dessus, on fait uniquement la partie E et P, donc on fait l'ingénierie et la fourniture, mais on s'arrête à la fourniture des équipements au port de Dakar. Tout ce qui est au-delà du port de Dakar, dès que c'est dédouané, c'est du côté du client. Et c'est lui qui assure la partie construction. Donc nous, on aura uniquement un petit sujet de supervision du chantier, mais on n'a pas vocation à installer les centrales, les 3 centrales qu'on doit faire. De toute manière, on n'a pas les équipes sur place. Et le Mali, on préfère le traiter comme ça, avec des projets, et être plutôt en support sur de l'ingénierie, plutôt qu'être vraiment sur place, parce que voilà, c'est un très très beau pays, il y a énormément de choses à faire, mais c'est quand même un peu compliqué, et notamment quand on veut s'installer en termes d'assurance, on nous demande des sommes très très importantes, donc c'est pas simple. Et alors ce projet-là, on a en plus la chance d'avoir la BPI qui finance, donc derrière on a un crédit fournisseur. Donc concrètement, le client nous a payé un acompte de 15%, et les 85% restants seront payés par la BPI au moment où on aura fini notre prestation. Donc, on n'a pas de risque de paiement avec le client, alors qu'il y a une très grosse boîte, très grosse boîte du BTP, donc le risque il est très faible. Mais ce risque-là, on ne le prend pas, c'est la BPI qui le prend. Ok, merci Guillaume. Si je poursuis sur votre stratégie à l'export, est-ce que sur place dans les différents pays, vous avez pas des distributeurs, des partenaires commerciaux? Comment ça se passe au niveau de la prospection et de la recherche d'opportunités commerciales?
Alors, on a beaucoup de sociétés partenaires. Donc, dans les partenaires, ça va vraiment de gens qui sont purement des agents commerciaux, souvent seuls ou des petites équipes, à des partenaires plus structurés. Donc, notamment au Kenya, on a un beau partenariat avec une boîte qui fait déjà du solaire, mais qui est plutôt sur des projets vraiment de petite taille, donc plutôt du 20-30 kW crête, et avec qui on regarde pas mal de projets pour des industriels, des projets en autoconsommation. Et on avait un très très beau projet sur l'université, alors qu'on avait remporté, c'était l'université de Nairobi, mais qui finalement, appel d'offres qui a été annulé en raison du Covid. Donc l'école a dû fermer pendant quasiment 2 ans. Et concrètement, ils n'avaient plus les fonds pour réaliser le projet. Donc voilà, ce projet qui aurait été un projet structurant, parce que c'est un projet qui faisait à peu près 1 million d'euros, c'était 1 mégawatt à installer sur à peu près 5 sites de l'université. Donc c'était un super projet, mais celui-là, voilà, on n'a pas pu le faire. Donc ça, on continue à travailler avec cette boîte kenyane. Et on a aussi un partenariat avec une boîte sénégalaise qui nous amène des projets, alors qu'on n'a pas encore pu concrétiser. On était notamment sur un projet de solarisation de 300 villages au Sénégal. On a été très loin, mais bon, il y a eu machine arrière pour des raisons un peu compliquées. Donc voilà, enfin, tous ces projets-là, on les regarde. Aujourd'hui, quand même, le cœur de métier, il est vraiment en France et au Maroc. On a une stratégie à l'export, c'est-à-dire on reste ouvert, mais on n'est pas, voilà, on n'y va pas à fond aujourd'hui parce qu'on a énormément de travail déjà en France et au Maroc et on a du mal à en faire plus ailleurs. Mais on aimerait bien en faire plus ailleurs parce que c'est quand même des vrais relais de croissance. Et quand on va, par exemple, dans des pays comme la RDC, tout est à faire. C'est un pays énorme. Il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de besoins. Il y a un taux d'électrification rurale qui doit être autour de 1%. Donc, vraiment, tout est à faire. Et on a a priori une bonne solution technique. Donc, voilà, on aimerait les mettre en œuvre. Ok. Ok, vous avez parlé des différents projets. Donc je rappelle qu'il y a une majorité qui sont signés en France. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ces différents projets signés? Alors, c'est des projets qui sont entre 100 et 500 kW crête, avec des projets de deux types. Donc, alors, c'est quasiment que des projets qu'on finance nous-mêmes. Donc, c'est vraiment Azolis qui finance. Alors, quand on dit on finance, on va apporter les 10% de fonds propres et la banque va apporter 90% de dette. Mais c'est des projets qu'on a trouvés, qu'on a structurés, qu'on a développés et qu'on va construire. Donc, les premières constructions démarrent à la fin de l'année. Alors, j'ai dit de 100 à 500, on a quelques 36 kilos aussi. On n'en fait pas beaucoup, les 36 kilos, mais on en a pris quelques-uns quand les projets nous semblaient vraiment intéressants. Et donc, sur ces projets-là, on a deux typologies. Donc, soit des projets sur des bâtiments existants. Donc là, principalement des bâtiments agricoles, où on va installer des panneaux solaires. Et on va ensuite louer cette toiture. Donc, l'agriculteur, alors, soit obtient ce qu'on appelle une soulte. On va lui donner de l'argent au démarrage du projet, ou bien on va lui payer un loyer sur 20 ans, alors sur des baux qui durent 30 ans, mais plus pour des raisons fiscales qu'autre chose. Donc ça, c'est première typologie de projet, location de toiture, principalement bâtiments agricoles. Et l'autre, c'est construction de bâtiments. Donc, on construit des bâtiments entre 500 mètres carrés pour des projets de 100 kW crête, jusqu'à 2500 mètres carrés pour des projets de 500 kW crête. Et donc ces projets-là, alors les clients, hein, ce sont des centres équestres, beaucoup de centres équestres, des agriculteurs, donc agriculteurs très variés, des éleveurs. On travaille beaucoup avec toute la partie dans le sud, près de la Camargue, les gens qui élèvent des taureaux. On a pas mal de projets avec des agriculteurs qui sont plutôt, alors là, qui font plutôt de l'élevage, ovins, vaches, un peu tout. On a des agriculteurs, donc plutôt des céréaliers, mais finalement, pas tant que ça, mais un petit peu.
Et dernière typologie de projet, c'est vraiment des industriels. Donc des industriels qui veulent des zones de stockage ou des grosses coopératives agricoles qui vont avoir des besoins de séchage. Là, c'est notre prochain projet qu'on va réaliser près de Dijon. C'est un projet, une coopérative qui fait du séchage de luzerne. Et donc, on va mettre des panneaux sur l'atelier où ils réparent tous les engins. Voilà, un peu le type de projet, c'est on dirait un peu toujours les mêmes. Si on a également des projets un peu plus industriels où là, on va avec plus des entrepreneurs qui réalisent des bâtiments industriels et qui, voilà, derrière veulent qu'on leur construit le bâtiment et lui se charge de l'aménagement du bâtiment. Donc ça, c'est des gros bâtiments de 2500 mètres carrés, donc avec un entrepreneur qui est vers Bordeaux. Ok, super. On va poursuivre avec une autre question. Sur quels axes de développement allez-vous concentrer votre R&D à l'avenir? Vous avez brièvement parlé du Solar Trium. Est-ce que ça en fait partie? Alors, ça en fait partie, et je dirais même c'est notre unique axe de pure R&D. On a, je dirais, sur notre cœur de métier, sur les projets de bâtiments, sur les projets de toiture solaire, on essaie en permanence d'améliorer les locaux techniques, d'améliorer le design des hangars, on est toujours à l'affût des dernières technologies de panneaux solaires, mais sur le panneau solaire, on prend vraiment le panneau comme une brique et on ne rentre pas dans cette brique. Donc c'est plutôt, moi je n'appelle pas ça de la R&D, hein, on essaie de faire des améliorations techniques parce que voilà, on aime ça, mais on réfléchit en permanence à améliorer, mais ça ne va pas être révolutionnaire. En revanche, sur la partie vraiment R&D, on a un sujet qui est ce Solar Trium. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, en fait, quand on est sur des projets isolés électriquement, donc on est dans des zones où il n'y a pas d'électricité, donc principalement Afrique subsaharienne, je disais RDC, 1% d'électrification rurale, donc tout à faire. Aujourd'hui, les deux solutions qui existent sont deux solutions, soit ce que l'on appelle du pico solaire. Donc là, il y a plein de sociétés. Notamment, j'ai oublié un partenaire, une boîte qui s'appelle Koto au Bénin, qui est une super boîte qui fait justement du pico, donc qui installe un panneau solaire par maison qui va alimenter une lampe, un frigo, une télé, des choses comme ça. Donc nous, c'est pas du tout notre business model, c'est un business model de microfinancement. On le trouve bien, mais on trouve que le service ne va pas assez loin. Voilà, on fournit un service, donc là où il n'y a pas grand-chose, c'est bien, mais c'est un service, voilà, on se limite à une lumière, la télé, et le frigo et la recharge du téléphone. On rentre pas dans un cercle vertueux. À l'opposé, on a des sujets qui sont promus plus par les gouvernements et par les énergéticiens, plutôt les électriciens nationaux, qui vont dire, nous, on veut des mini-grids. Donc, on va faire une centrale solaire d'assez grande taille, avec des batteries, et ensuite tout un réseau basse tension. Et en fait, quand on regarde l'économie de ces projets, on se rend compte que la partie solaire pure ne représente qu'entre 40 et 50% du projet global, voire parfois un peu moins, parfois plutôt vers le tiers. Les 2 tiers restants, c'est le réseau basse tension et c'est les installations chez les clients, dans chaque maison, les compteurs électriques, etc. Donc là, on reproduit un petit peu le modèle centralisé qu'on connaît en Europe, mais dont je ne vois pas forcément l'intérêt dans un lieu isolé. Nous, le Solar Trium, c'est dire on va concentrer l'ensemble de la production électrique en un lieu donné d'un village, qui va alimenter des batteries portatives. Donc les gens vont pouvoir retrouver ce côté pico en allant chercher la batterie et en la ramenant chez eux. Mais surtout, on va pouvoir, au-delà des batteries portatives, alimenter des appareils productifs. Ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a un super projet en RDC. L'objectif, c'est alimenter une découpeuse de manioc et alimenter une meuleuse, donc pour à la fin faire de la farine de manioc. Et dans un second temps, l'idée, c'est de pouvoir alimenter vraiment un petit atelier industriel pour fabriquer de l'amidon à partir de manioc qui ensuite est servi pour faire, qui va servir pour faire des sacs en plastique ou d'autres choses, mais avec des matériaux qui sont dégradables, biodégradables.
Et donc là, on rentre vraiment dans un cercle vertueux, parce que le jour où on a un atelier qui crée de l'amidon, on a de la production qui va pouvoir s'exporter, donc on a des devises qui rentrent, on a un besoin en employés qui devient très important. Alors toute cette partie-là, on ne la gère pas, hein, on n'est que sur la partie électrique. Mais voilà, on se coupe vraiment à des besoins productifs et on sait que dans un village comme ça, le jour où on fait ça, le village il passe de 1000 habitants à 5000 habitants. Et donc les besoins ils vont s'accroître, etc., etc. On rentre dans ce cercle vertueux et ça, on y croit beaucoup. Ok. On va poursuivre avec une question de Michel. Est-ce que vos solutions peuvent être appliquées pour les aérodromes avec des clubs avions et donc avec peu de consommation électrique et est-ce rentable? Entre parenthèses, les surfaces des hangars sont importantes. Alors oui, oui, on peut tout à fait. Donc, alors dans la typologie de projet, j'ai oublié les projets en autoconsommation. Donc ça, on fait aussi chez des industriels notamment. On va installer une centrale en toiture dont l'énergie va être entièrement autoconsommée. Donc ça, c'est un modèle qui marche bien, mais pour des gens qui consomment beaucoup d'électricité. Les aérodromes ne consomment rien du tout. C'est le même schéma que les logisticiens. Logisticiens, ils ont des hangars gigantesques. Ils ont parfois des hangars. On a regardé un projet, un hangar de 130 000 m². Il y a de quoi mettre 10 mégawatts. Mais derrière, en autoconsommation, rien du tout. Donc un aérodrome, on ne va pas pouvoir faire de projet en autoconsommation, mais on peut tout à fait faire des projets en location de toiture. Donc ça, c'est des projets intéressants. Alors il y a un petit bémol, enfin c'est pas un bémol, mais un petit sujet technique, c'est quand on est dans des aérodromes ou qu'on fait des projets près des aéroports, il faut mettre des panneaux anti-reflets pour éviter justement que la lumière du soleil soit reflétée pour les avions, éviter que les gens soient éblouis quand ils atterrissent, ce qui serait pas terrible. Donc ce qui rajoute quelques coûts, mais c'est assez anecdotique. En revanche, ouais, c'est tout à fait possible de se mettre sur des bâtiments d'aérodrome et de proposer des locations de toiture, comme on le fait pour des centres équestres ou des exploitants agricoles. C'est exactement la même chose. Ok, ok, parfait. On se rapproche de la fin du live, donc je vais prendre la dernière question sur la sortie des investisseurs, donc des WeSeeders. Quelles seraient les pistes envisagées à date? C'est dans quelques années, mais aujourd'hui, ça serait quoi qui serait envisagé? C'est toujours un peu compliqué de se projeter à 3, 4, 5 ans, mais les deux idées qu'on a, et peut-être qu'il y en aura d'autres en cours de route, mais les deux idées, c'est soit un rachat des actions, on va dire un rachat de la partie minoritaire par le management ou par un autre investisseur. Ça, c'est une sortie possible. On pourrait tout à fait faire une sorte de MBO ou des choses comme ça, ça peut marcher. Ou ce qui peut sembler un peu naturel vu le marché actuel, où il y a une vraie concentration qui s'opère, où il y a énormément d'acteurs dans le domaine qui se sont fait racheter. Alors, je pense à Quadrant qui s'est fait racheter par Total, Luxtel qui s'est fait racheter par EDF, Langa qui s'est fait racheter par Engie. Et voilà, il y en a franchement beaucoup, beaucoup d'autres. Des acteurs indépendants, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il reste Général du Solaire sur des projets au sol. Il reste Enoé. Donc c'est pour ça qu'on a voulu monter ce partenariat aussi avec eux, parce que c'est des gens qui sont encore indépendants. Il n'y en a plus beaucoup. Il reste Green Yellow. Alors Green Yellow, c'était une spin-off du groupe Casino, donc ils n'étaient pas indépendants dès le départ, mais c'est quand même un sujet. Ils ont quand même leur propre indépendance. À part ces gens-là, voilà, tous les autres se sont fait racheter. Donc, potentiellement, on pourrait se faire racheter par Engie ou par quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est pas un sujet qu'on a abordé et on n'est pas à un stade de développement où de toute manière on peut se faire racheter. Ce qui est possible aussi, c'est de revendre les portefeuilles de projets. Donc aujourd'hui, les projets sont financés via une filiale d'Azolis. Donc on pourrait tout à fait revendre cette filiale et le cash qui serait libéré permettrait de racheter les actions des minoritaires. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être envisagé. Maintenant, tout ça, c'est pas encore tout à fait mûr, mais on va y réfléchir sérieusement dès, je pense, dans 2 ans. Ok, ok, très bien.
On a terminé le live. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à partager aux WeSeeders pour clôturer. Alors pour clôturer, je vais faire très très bref, mais voilà, on a vraiment besoin de votre aide pour finaliser le développement de nos projets et continuer notre développement, donc à la fois en France, à l'export. Donc c'est vraiment pas de l'argent investi dans des choses futiles, ça va vraiment servir des projets concrets et ça va vraiment servir alors à la transition énergétique au sens global, mais voilà, l'objectif c'est quand même d'installer beaucoup de projets et d'avoir un portefeuille qui grossit et pouvoir atteindre un jour une centaine de mégawatts de projets, alors pas annuellement, mais au moins sur un laps de temps pas trop gros. Et je dirais, on est porté par deux sujets. On est vraiment porté par la réglementation avec cette ouverture du guichet ouvert de 100 à 500. Ça va vraiment nous changer la vie et ça démultiplie les projets. On l'avait anticipé, on travaille dessus depuis déjà le début de l'année. Donc c'est aussi pour ça qu'on a signé beaucoup de projets. Et on a déjà démarré l'instruction côté urbanisme. Et l'autre sujet, c'est vraiment ce partenariat avec Enoway qui va nous permettre de gagner pas mal aussi, même en savoir-faire, parce que c'est quand même une boîte qui a maintenant 5 ans, qui est très bien structurée, avec des anciens de Texol, avec vraiment des gens qui ont très très bien réussi dans le domaine et qui ont un savoir-faire. Alors, on en a un qui est pas mal, mais ils sont, je dirais, encore un peu au-dessus de nous, notamment sur la partie développement. Je pense beaucoup moins sur la partie EPC. Mais ça va nous porter, ça va nous permettre vraiment de décupler le chiffre d'affaires et d'atteindre un niveau, voilà, on espère qu'à 3 ans, on a au moins atteint les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok, parfait. Bon, on va se quitter sur ces mots. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera disponible normalement dès demain sur la page WeSeed d'Azolis. Et ensuite, d'ici à la fin de collecte, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire à Guillaume et Youssef qui se chargeront d'y répondre. N'hésitez pas non plus à consulter les news. Et voilà, on reste disponible si vous avez la moindre question. Voilà, bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed.